Bonsoir à tous. Franchement, c'est super encourageant. Il y a vraiment beaucoup de monde. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, honnêtement. On a lancé la COP il n'y a même pas 5 jours. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être là. Je me représente rapidement. Donc, je suis Boubacar Diallo, développeur web et fondateur d'Africatech. Donc, Africatech, rapidement, c'est un média qui fait la promotion des startups africaines et de la diaspora. D'accord? Le but, c'est de les mettre en relation avec des incubateurs, des investisseurs, etc. Vraiment pour créer une synergie au niveau de l'écosystème, faire dialoguer toutes ces personnes et voilà, on fasse de la machine. Donc, juste très rapidement avant qu'on démarre, on va essayer de faire un petit tour de table, que j'aime bien savoir qui est dans la salle, histoire qu'on brise la glace. On va juste en prendre quelques-uns, ceux qui sont chauds pour se présenter. Et voilà, premier rang. Parlez assez fort. Bonjour, je m'appelle André, je suis Mathias. Je fais partie d'une association qui s'appelle JPL. On n'est pas mal ici présent ce soir, on le disait. Et il y a 2 semaines, il y a eu un startup week-end qui a été organisé. J'ai participé. Et puis aujourd'hui, on est dans du concret, c'est pour ça qu'on a vu comment ça se passe pour le financement et le reste. Ok, super. Deuxième rang, s'il y en a un qui veut se présenter. C'est une glace. Donc là, c'est Mandou, dans le centre de formation Office. Donc on est spécialiste en formation Java. On a lancé dernièrement un programme pour les développeurs, former des développeurs en informatique. On a montré qu'on peut faire des jeunes. Super. Le rang juste derrière, s'il y a une personne qui veut bien se présenter. Anne, au hasard. Bonsoir, Anne, une porteuse de projet et membre de l'association l'Organisation des femmes africaines de la diaspora. On accompagne les femmes entrepreneurs. Super. Ligne suivante, c'est une personne pareille qui veut se présenter rapidement. Allez, il ne faut pas les timides. Super. Ok, super, Madagascar est en force ce soir. C'est cool, c'est cool. Ligne suivante. Rangée suivante, s'il y en a un qui veut se présenter, pareil. La rangée suivante, pour que je vois si quelqu'un. Ah, tiens, Davy. Davy, présente-toi. Bonsoir à tous. Moi, je suis David Cana. Je suis architecte informatique. Et accessoirement, en fait, j'accompagne des porteurs de projets à créer leur MDP. Ok, super. Ligne suivante. Quelqu'un qui veut se présenter? Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Zéla Mike. Et donc, je suis responsable digital chez le Média Dofi. Super, super, super. Ligne suivante. Oui. Moi, c'est Diallo Machuri, consultant sécurité et responsable de communication dans l'association ADGF, Association nationale de France. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour moi, l'entrepreneuriat, quand on commence, pour moi, le point dur, c'est le financement. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis là pour avoir peut-être des astuces ou des choses qui peuvent m'intéresser pour me lancer dans l'entrepreneuriat à mon tour. Écoute, tu t'es pas trompé de meet-up. Non, non. Super. Dernière personne qui va se présenter derrière. S'il y a quelqu'un de courageux ou de courageuse. Bonsoir. Bonsoir, Bonheur Badoula. Je suis gérant d'une société de location de véhicules. Oui. Et je suis également dans le coaching, Ok. personnel et en développement d'affaires. Super. Bon, on va laisser le jeune homme se présenter. Vas-y. Bonsoir, je m'appelle Baïla et je suis sénégalais. Je travaille chez Bouygues Télécom comme responsable de chef de projet dans le développement fibre optique, plutôt dans la construction, tout ce qui est construit du réseau, des liens qui servent de la connexion, tout ce qui est 4G, Internet, etc. Donc de ville en ville, toutes les régions, etc. Comme là maintenant, j'avais un projet
Je viens tout juste de rentrer de Marseille. J'avais un gros projet là-bas qui était une migration à faire hier soir entre deux villes différentes. Et notamment, j'aimerais bien plus tard apprendre à magasiner plus de choses pour développer tout ce qui est déploiement fibre optique en Afrique. Ok, super. Super. Ok, bah, c'est super. Donc comme je disais tout à l'heure, Africatech, voilà, c'est un média et aussi des meet-ups pour fédérer justement les entrepreneurs. On adore les mettre en relation avec les investisseurs, les incubateurs, etc. histoire que vous puissiez créer des synergies. Voilà. À la fin, il y aura un petit espace networking. Donc là, et c'est très important, j'aimerais que vous puissiez vraiment applaudir tous nos partenaires ici. Donc KissKissBankBank et Sunny Ripper qui va rapidement présenter KissKiss et comment ça s'appelle. Merci Bouba. Donc, je m'appelle Sunny Ripper, je suis développeur web à KissKissBankBank. KissKissBankBank, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison de financement participatif. On fait du financement participatif sous forme de don contre don, sous le générique KissKissBankBank.com. Et on fait aussi du prêt rémunéré pour des PME. Et on fait aussi du prêt à taux zéro. On a toutes sortes de financements participatifs. On est très content de vous accueillir ce soir. N'hésitez pas à faire un tour dans les locaux. On parle un peu de financement participatif. Servez-vous de la documentation qui est sur le côté et venez nous poser des questions si vous avez besoin. Il y a également Bastien au fond qui est là, qui est aussi développeur avec moi. Voilà, très bon meet-up à tous. Merci. Vous avez vraiment les applaudissements parce qu'au dernier moment, il nous a filé un gros coup de main pour qu'on puisse organiser le meet-up en très peu de temps. Du coup, aussi nos autres partenaires, on veut vraiment remercier, que ce soit les frères entrepreneurs, on a fait des meet-ups, que ce soit Bis & Love, vous allez voir après, qui nous ont généreusement envoyé quelques caisses de Bissap, pour ceux qui apprécient. Incubivoire, je ne sais pas s'il y a quelques représentants ce soir, donc ils nous ont aussi beaucoup aidés. Et Obgis qui est dans la salle. Voilà, on fera passer une petite vidéo tout à l'heure de sa série web. Voilà. Du coup, très important aussi, n'importe qui peut devenir speaker. Si vous êtes entrepreneur ou pas, ou vous avez un sujet intéressant, on s'appelle à partager avec la communauté, vraiment n'hésitez pas à envoyer un email. Comme ça, au prochain meet-up, vous pourrez partager votre savoir avec le reste. Donc, le line-up de ce soir, super intéressant. On va avoir Alpha Nuri qui va démarrer, va nous présenter son projet, sa plateforme. Ensuite, Olivier Madiba, qui est originaire du Cameroun et qui est au Cameroun, qu'on aura via Skype. Il va aussi nous parler de sa méthode de financement qu'il a mis au point en étant au Cameroun, où il a pu lever vraiment pas mal de fonds. Tamer Mdan qui nous fait le plaisir d'être là et qui va aussi présenter sa plateforme Afriquity. Et enfin, Yannick Kinga qui va nous présenter son projet PIX, où on va avoir la partie justement start-up qui recherche des financements pour comprendre un petit peu les problématiques auxquelles il est confronté. Voilà, donc je vais lancer la présentation de Alpha et vous pouvez l'applaudir en attendant. Bonsoir à tous, donc, je me présente, Alpha Nuri, je suis le fondateur de la plateforme Diamond Funding. Peut-être avant de rentrer dans le détail de la présentation, j'aimerais savoir un peu qui connaît le crowdfunding. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Plus ou moins. Donc quasiment tout le monde, c'est déjà positif. Du coup, j'ai lancé en 2015 une plateforme qui permettait à des personnes juste de récolter de l'argent pour des projets qui étaient destinés uniquement à l'Afrique, ou spécifiquement sur des thématiques africaines. Et on s'est rapidement rendu compte qu'une bonne partie de la population n'a pas de carte bancaire, ou si elle a du mobile money, c'est pas pour le mettre sur un site internet, c'est pour payer des factures, ainsi de suite. Du coup, on s'est dit que sur ce continent-là, on retrouve une problématique qui est assez importante, c'est le gap qu'il y a entre tous les porteurs de projets qui ont des fois besoin de l'équivalent de même pas 100 € et ceux qui ont besoin de passer par des fonds d'investissement pour lever 20 millions de francs CFA, 30, 40, ainsi de suite. Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre en relation des cabinets d'avocats qui font du boulot, des cabinets de comptabilité, ainsi de suite,
avec des porteurs de projets qui ont juste besoin de conseils, d'accompagnement, de suivi, et c'est ce qu'on a appelé du time funding. Et du coup, sur la plateforme, ce qu'on permet, au-delà de faire du crowdfunding, c'est de récolter du temps, du mécénat de compétences venant d'organismes professionnalisés ou professionnels. Voilà. Du coup, on peut peut-être revenir rapidement sur le concept en gros. Du coup, comme je disais, on a deux axes. Du coup, il y a la partie crowdfunding, qui est commencer à récolter de l'argent, c'est du crowdfunding en don avec contrepartie. Et la deuxième partie, du coup, qui va être du time funding, où les gens vont pouvoir récolter des compétences, mais de manière gratuite. Ce service-là n'est pas du tout en entreprise sociale. Sur la partie crowdfunding, on a une commission, comme toutes les plateformes, et sur la partie time funding, c'est vraiment du don. C'est-à-dire que si un avocat vous a donné 4 heures de son temps, c'est du pro bono. Vous n'avez pas à le payer derrière, ou même en comptable, ou même sur du business plan, ainsi de suite. Donc, et du coup, oui, on a... Et du coup, on a vraiment 3 millions de contributions, comme on disait, c'était tout ce qui était questions sociales, impact social, développement éco et solidaire. Oui, du coup, pour faire un peu plus simple que tout ce qui est présentation, vous aurez compris que ce soit association, entrepreneur ou individu, à un moment ou à un autre de la création de votre projet, vous allez être amené à avoir besoin de payer des services, que ce soit un site internet, que ce soit des statuts, que ce soit un compte comptable, que ce soit une aide sur un business plan, etc. Et nous, on essaie vraiment aux différents stades entre l'idée et la réalisation du projet, de pouvoir vous accompagner ou vous proposer une solution à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous êtes déjà une entreprise qui a, je ne sais pas, déjà plus de 5000 clients, qui a 2 millions de chiffres d'affaires, c'est vrai qu'on va plus vous rediriger vers des plateformes qui vont proposer du crowdfunding avec de l'equity, comme par exemple Afriquity, qui est plus sur ce type de montant-là. Nous, on est vraiment sur tout ce qui va être entre la phase d'idée et jusqu'à un besoin entre par mail si Allô. Ah. Ok. D'accord. Et du coup, on va dire, là, la première année, on avait reçu à peu près une vingtaine de projets. Là, début d'année, à la mi-juin, on en a reçu 500. Entre juin et maintenant, on a reçu 312. Du coup, là, on est plus en train de restructurer toute la sélection de projets. Parce qu'on commence à avoir des partenaires, quelqu'un qui nous voit, qui est aussi partenaire de cet événement, qui est un incubateur et qui s'occupe de nous montrer des projets qui ont déjà une certaine maturité ou qui ont dépassé le stade d'idée. Au Sénégal, on va travailler avec le CETI, ainsi de suite. Du coup, on commence vraiment à rentrer dans une phase où la sélection devient de plus en plus drastique, justement pour nous permettre d'être de plus en plus efficace par rapport aux partenaires. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera un plaisir pour moi de continuer à vous. C'est déjà la première, je pense. Vous avez des questions? Mais du coup, ceux qui n'ont pas de carte ou autre, comment pour l'argent? D'accord, donc par rapport pour ceux qui veulent contribuer autrement pour participer par carte, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis des systèmes d'événements. Souvent lors des lancements, on a eu par exemple un projet d'agriculture, d'agro-éducation au Sénégal, où on va dire une bonne partie de la population n'a pas de carte bancaire, et le porteur de projet, le jour du lancement, en fait, ce qu'on lui a proposé et mis en place avec lui, c'est un événement avec un système, on va dire, traditionnel, où c'était vraiment des récoltes en nature d'argent. Et je sais qu'à la soirée, il avait récolté le jour même 2400 €, sachant qu'il avait un besoin de 8000, qu'il a réussi à combler assez rapidement derrière. C'est pour ça que là, normalement, à la fin de l'année, on s'installe à Dakar, du côté des Almadies, et ce qu'on va essayer de développer, ça va être une solution justement de mobile money, bien que ainsi que sur le mobile money, les populations qui y ont accès ou qui l'utilisent, ça ne va pas forcément être pour le mettre sur un site internet, pour être réaliste par rapport aux réalités du pays. Ceux qui ont les moyens de mettre de l'argent sur des projets, c'est plus des personnes qui ont déjà accès à des services commerciaux. Une autre question? Et comment vous traitez les projets derrière quand vous débloquez en financement? Comment
comment vous gérez en fait derrière que cet argent-là est utilisé en bon escient? Par rapport à la gestion d'argent, on a eu pas mal d'expériences de projets qui avaient été financés et qui par la suite avaient eu quelques problèmes à mettre en place on va dire, le projet pour lequel ils avaient été financés. Et c'est vrai qu'un retour qu'on a eu, je pense, le plus flagrant, c'était en Côte d'Ivoire. C'était un autre projet agricole qui cherchait 20 000 euros. Et la personne a eu les financements. Elle avait mobilisé énormément de personnes, sauf que la semaine d'après, elle s'est mariée. Les sous ont été utilisés. On s'en va. Ce que c'est vraiment dit, c'était que sur l'éducation par rapport au financement, il faut vraiment que les porteurs de projet se rendent compte que on ne peut pas se marier avec l'argent du financement et dire devant mon business va fonctionner. Parce que les gens ont accordé une confiance par rapport à l'argent qui a été fourni et on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. En termes de crédibilité, c'est tout ce qu'il y a de plus nul. Et derrière, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de remettre l'argent directement au porteur de projet, ça va être sur facture. La personne va nous présenter les factures par rapport à son besoin et on va directement verser l'argent à une différente société. Ou sinon, après moi, ce que je proposerais, c'est au lieu de donner à la personne directement, pourquoi pas ne pas confier à une banque qui se trouve dans le pays avec un suivi constant et qui nous fait un retour direct par rapport à son besoin du matériel, etc. Au lieu de... C'est tentant d'avoir de l'argent en liquide comme ça. C'est ce que je disais en fait, au lieu de le donner directement aux personnes, ce qu'on fait c'est sur facture, on envoie ça directement aux sociétés qui vont bénéficier de ce bien. Du coup ça évite justement que la personne ait à gérer énormément de liquidités et qu'elle utilise la monnaie. On va dire en quelque sorte, oui, il y a quand même une bonne partie de gestion sur les projets. Raison pour laquelle on est en train de restructurer avec pas mal d'incubateurs le processus de sélection et de travail suite au financement. Justement sur le processus de sélection, vous partez de l'idée du projet, donc vous aidez le porteur de projet à partir de son idée jusqu'à la réalisation de son projet. Oui, dans des cas où la personne n'a que l'idée, mais déjà avec pas mal de... pas forcément un business plan complet, mais déjà avec quelque chose d'assez sérieux en termes de rédaction, en termes de travail et de recherche. Si elle a besoin d'être dirigée vers un cabinet d'avocat, il faut au minimum qu'on puisse étudier son dossier. Justement, quand quelqu'un arrive avec une idée, en fait, quels sont les critères les plus importants? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est l'éthique? Est-ce que c'est des mesures, des KPI? Vous regardez quoi en priorité? En fait, c'est vraiment un truc parce que on va avoir aussi bien des projets sur la construction d'un orphelinat en Mauritanie que quelqu'un qui veut retravailler le cacao en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on va regarder pour l'un ne va pas forcément être vrai pour l'autre. Donc, il n'y a pas une règle générale, mais dans tous les cas, avoir une équipe, c'est un plus. Avoir un business plan, c'est un plus. Et avoir déjà avancé dans le plus concret, c'est-à-dire investi dans ne serait-ce que du matériel, ou avoir commencé un site ou des choses comme ça, c'est toujours un plus par rapport au sérieux du projet. Ok, dernière question. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? On est 7 à l'heure actuelle. On était 3 l'année dernière, 4 depuis cette année, et à partir du siège de Dakar, on peut recruter des gens sur place. Et quel montant maximal vous avez moyen et maximal? Moyen, on va tourner autour de campagnes à 3 000 à 4 000 euros, bien qu'on a énormément de campagnes aussi. En fait, on a des campagnes qui sont à 30 000, 40 000, mais on a des campagnes qui sont à 500. Donc quand je dis 3 000, 4 000, c'est vraiment une moyenne de tous ces projets, mais on en reçoit plein où les personnes ont juste besoin de pouvoir financer soit un site internet, soit une vitrine, soit un truc d'e-commerce, donc ça va. Et une dernière question pour vous. Non, c'est parce que ça m'intéresse vachement, du coup j'essaie de creuser un peu. Et du coup, au lieu de payer des gens pour faire des sites internet, quoi que ce soit, ici en France, on a pas mal des gens ici de Diaspora qui sont dans l'informatique. Moi-même, j'ai baigné dedans. Et au lieu que ça soit payé, pourquoi on ne cherchait pas des gens qui leur fassent des sites internet
gratuitement, quoi. C'est la partie tapis justement où on permet, au lieu par exemple, la personne elle a deux choix. Soit elle est vraiment dans l'urgence et elle veut récolter une partie en financier pour aussi faire de la pub ou du marketing et avoir son site internet, elle va faire du crowdfunding de base. Lorsqu'elle a besoin de temps ou de compétences et que ce n'est pas un besoin pressant parce qu'il faut que la campagne dure 1 mois au maximum 2 mois, qu'elle puisse échanger avec le cabinet ou la structure, elle va faire du time funding et du coup ça va être gratuitement quelqu'un qui va pouvoir lui donner des conseils sur la technologie à utiliser, les modules à mettre en place, ainsi de suite. Alors, dernière question. Le jeune homme là-bas. Je sais où vous parlez du financement des autres entreprises. Je voulais savoir, Diamant Funding, quelle est votre stratégie de financement? Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez votre plateforme pour vous financer ou... Par rapport à la stratégie de financement de Diamant Funding en même en tant que structure, oui. Par rapport à nos coûts en tant que structure, on a réussi dès la première année à tout mettre en place puisque le développeur il est en interne, ceux qui sont en relation avec les banques qui sont en interne et tout développement commercial, on a réussi à prendre au début quelques stagiaires pour travailler autour de ça et avec l'argent généré à financer 2 personnes qui travaillent. Donc nous en soi, on n'avait pas de besoin dès la première année sur notre fonctionnement. En fait, là où on aurait eu besoin de financement, c'est si par exemple on se disait au début on va payer un prestataire pour le site internet, on pouvait se retrouver facilement sur 40 000 € dès le début de besoin. Ensuite, si on devait directement recruter un directeur commercial, ainsi de suite, ça aurait été assez compliqué. C'est pour ça que par rapport au projet, des fois on leur recommande, avant de se lancer dans une campagne à 20 000, 30 000, ou même des besoins assez élevés pour un stade d'idée, réfléchissez déjà à comment vous pouvez répondre à quelques-uns de vos besoins et comment nous on peut vous aider à ce niveau-là aussi. Okay. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Alors on va passer au suivant, donc Olivier Madiba, qui est via Skype, on va mettre tout de suite là, et qui va vous présenter donc sa méthode de levée de fonds qu'il a mis au point depuis le 15 ans. Tu nous entends bien, Olivier? Tu peux mettre le son sur ton micro? C'est bon, vous m'entendez? Voilà. Oui, c'est bon, tout le monde entend bien? Oui. Okay. Super, on t'entend bien, Olivier. Tu peux démarrer et tu me dis quand je te mets la vidéo. D'accord, une seconde. Alors, je crois que tu peux mettre la vidéo de maintenant. Déjà, en intro. Être un entrepreneur en Afrique, c'est être incompris. Avec tout ce qui est fait pour encourager le secteur privé, lorsque nous nous lançons, nous avons tant de mieux à franchir. À qui est-ce qu'on n'a pas dit? Tu rêves trop, c'est impossible, on ne fait pas ça dans ce pays. Et est-ce que tu as assez de relations pour ça? Et le pire mur de tous, il n'y a pas d'argent. Et ici, que dans tous nos projets et nos rêves. Bonjour, bonsoir, je suis Mazibo Olivier, le fondateur de Kiro Games. Nous sommes le premier studio de création de jeux vidéo au Cameroun. Ça fait 13 ans que mon équipe et moi-même avons rencontré tous ces murs, mais nous n'avons jamais laissé le réalisme de l'échec nous arrêter. En 2013, tous les investisseurs classiques, les banques et autres ont rejeté notre projet. Mais nous avons décidé d'inventer notre propre méthode de levée de fonds. Nous avons réussi à lever 130 millions de francs CFA pour ouvrir notre studio et réaliser un rêve que tout le monde disait impossible. Mais ce qui a surtout fait le succès de l'Alliance pour nous éviter les erreurs et les souffrances que nous avons vécues. Nous formerons alors un réseau d'entreprises unies par une même culture, nous liant à travers les chaînes de valeur, de partenariats qui ont gagné toute l'Afrique. Ensemble, nous allons offrir au monde un nouveau modèle du business africain.
ce sera notre Ubuntu. D'accord, bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas trop parce que je ne vois pas l'écran, donc je ne sais pas si vous voyez. Normalement, vous devriez être devant le slide avec l'image vers la convergence de l'intérieur. Je ne sais pas si je peux vous montrer l'écran, histoire que je vois le slide. D'accord, ok. Donc, je suis Mathieu Olivier, fondateur de Kiro, comme vous avez vu. Donc, je vais avancer rapidement. Avec la vidéo a déjà présenté notre histoire. Donc, si on va sur l'écosystème Kiro, je vais juste après. Vous m'entendez bien? J'espère que ça va. Oui, ça va être bien, mais sur l'écosystème. D'accord. Ok, donc Kiro, en fait, c'est faire des jeux vidéo, mais en parallèle, on est en train de mettre sur pied un système de finance technologique qui commence par du mentoring, mais après, on veut mettre sur pied une plateforme d'équipe par des chèques. Et après, mettre sur pied un peu dans ce cadre-là que j'expose, pour déjà expliquer comment nous allons. On avance. Avec notre parcours, j'ai expliqué, on va avancer maintenant. Notre question, je trouve que ça intéresse, c'est le template flag. On y est. Alors, je vais juste couper mon micro pour pas qu'il y ait le retour. Disons qu'en fait, j'ai besoin de t'écouter, parce que si tu ne me dis pas OK, je ne sais pas comment c'est. Allô? C'est bon. D'accord. Là, sur le cinquième slide, avec notre vision. D'accord. Donc, en fait, à Kiro, ce qu'on veut faire, c'est faire que les gens... Mais à partir, on veut transmettre notre directeur et financer les gens. C'est tout un pipeline. Ah d'accord. En fait, ce que j'essaie d'aller, parce que voilà, je sais ce qu'ils veulent entendre. Voilà, donc, comme j'ai dit, en fait, un pipeline, on se dit, on veut que les gens jouent en s'éveillant de 7 ans à 30 ans. Mais à partir de 20 ans, nous voulons surtout transmettre notre culture, des affaires, financer les projets. Voilà. Alors, je vais essayer de partager l'écran, Olivier, ça sera peut-être plus simple. Comme ça, tu verras aussi. D'accord. Tu me dis que tu vas l'écran, comme ça, je pourrais couper mon micro et on va juste en parler, je passerai l'essai. D'accord. Alors, je vois l'écran, oui. C'est bon, tu vois? Ouais, je vois l'écran, c'est bon. D'accord. Ok, on passe au slide d'après, qui est le pourquoi. Ok. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Kiro fait ça? C'est une question de vie ou de mort pour nous en Afrique. Si on n'arrive pas à créer 50 millions d'emplois d'ici 2040, c'est plus ou moins game over. Si on y arrive, par contre, on devient un des continents les plus badass du monde. Donc voilà. Alors du coup, on va entrer dans le 7e slide, qui est un peu, on va dire, le nœud de la présentation. Alors je ne sais pas si on pourra zoomer, parce que c'est pas très lisible là. C'est un peu le parcours de la levée de fonds de Kiro en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, voilà, si on commence en lisant à partir du point supérieur gauche, et dites-vous que chaque fois que vous voyez une case rouge, ça veut dire qu'il y a eu un échec qui nous a dirigés sur une étape après. Donc en gros, Kiro Games, dès le départ, on ne cherchait pas... Parce que on a réussi à lever quoi? Environ 130 millions de francs CFA. Bon, je crois que c'était 120 000 euros, pardon. 120 000 euros.
180 000 euros, je m'excuse, 180 000 euros, je le chiffre en CFA dans la tête, auprès de presque 90 investisseurs dans le monde. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Au départ, on cherchait à faire un Kickstarter de 10 000 $ pour un jeu non professionnel, mais on s'est rendu compte que Kickstarter n'acceptait pas que voilà, les Camerounais, on n'a pas le droit de poster des projets Kickstarter en tant que Camerounais. Bon. Ensuite, on a cherché une subvention au Cameroun pour lancer un jeu semi-pro. Et notre idée toute naïve, c'était voilà, si on fait un jeu semi-amateur avec même des personnages de Street Fighter, etc., on va essayer de marquer la scène et peut-être Ubisoft, qui est tous ces grands vont remarquer que voilà, il y a du potentiel. Le jeu dans le compte. Et voilà, on a cherché une subvention de 12 millions de francs CFA, on ne l'a pas trouvé. Mais sur le chemin de la subvention, on a eu des promesses de gens voilà, qui nous disaient oui, votre projet est intéressant, on peut mettre des sous dedans. Et on se retrouve avec des promesses de 54 millions de francs CFA. Alors ça fait presque 90 000 euros. Donc, là on s'est dit, mais les gens nous disaient on ne veut pas vous donner de subvention, on veut prendre des parts du projet. Alors là on s'est dit, bon, si les gens sont prêts à nous donner 90 000 euros pour un projet amateur qui doit sortir pour un jeu pro qui sortira dans 5-6 ans, alors on peut avoir 120 millions de francs CFA, donc environ 180 000 euros, pour un vrai projet dès maintenant. Et c'est là qu'on a monté notre plan de levée de fonds pour 120 millions de francs CFA. Et lorsqu'on a voulu aller prendre les 54 millions promis, bon c'était des promesses, les téléphones des gars répondaient même. On déplace un peu le slide sur la droite, qu'il puisse voir la suite du schéma. Voilà. Mais le bon côté, c'est que là, on avait déjà un business plan, on va dire, potable, et on s'est mis à trouver d'autres investisseurs. Là, on est environ en août 2013. Au début du graphe, on est en décembre 2012. Donc tout ça, c'est littéralement une année d'aventure étalée devant vous. Et on avait un deal, je vais expliquer la méthode de levée de fonds évidemment, mais on avait un deal, c'est qu'on avait dit à nos actionnaires qu'il nous fallait un minimum de 40 millions de levée pour commencer à dépenser les sous, installer le studio, etc. Bon, on est arrivé à 27 millions, on s'est retrouvé bloqué. Et de là, on avait une équipe qui nous a fait, on va dire, un petit coup, parce qu'on a perdu notre équipe à 2 semaines de l'ouverture, alors qu'on avait déjà consommé environ 80% de l'argent investi. Vous n'avez pas d'argent. Attendez d'avoir pris l'argent quelqu'un déjà pu avoir l'équipe à 2 semaines. Oui, Boubacar, maintenant tu es actionnaire, maintenant tu sais, c'était chaud. À 2 semaines de l'ouverture de Kiron, on n'avait plus d'équipe. On a dû recruter à nouveau et après on a vécu encore d'autres péripéties et on continue d'en vivre. Donc ça, c'est un peu pour montrer qu'en fait, un parcours de levée de fonds en Afrique, c'est de l'aventure. Si vous cherchez des sensations fortes, c'est le bon endroit. Alors, on descend dans l'autre slide, je vais vous expliquer ce qu'on a fait concrètement. Allô? Oui. Ok, on descend dans le slide 8, voilà. On descend, voilà. Alors, avant d'arriver sur la méthode de levée de fonds que Kiro a utilisée, je ne sais pas, j'ai réalisé que chez nous, les francophones, nous sommes assez déconnectés du capitalisme, en fait. C'est-à-dire, pour nous, le capitalisme, c'est un truc de gars très avares qui veulent des thunes, envers et contre tout. Mais on n'a rien compris enfin, la plupart d'entre nous. Moi, j'ai compris ça en 2015, 2016, c'est pour vous dire. Donc, juste en résumé, ce qu'il faut savoir sur les levées de fonds, je le dis en diagonale, je me dis peut-être qu'il y en a qui sont plus calés que moi, c'est qu'au-delà de la somme qu'on lève, de ce qu'on fait avec des produits et autres, il y a une donnée très intéressante qui est la valeur de l'entreprise. Donc si on devait représenter les différents stades d'une entreprise comme un arbre, on peut dire que voilà, les sommes levées et les activités, c'est ce que tout le monde voit, c'est-à-dire le tronc et les arbres, et les feuilles, pardon. Mais plus vous levez les fonds, plus vous faites des activités, plus vous faites ce que vous voulez. Et vous avez quelque chose en bas qui est un peu comme des racines, c'est la valeur de la boîte. Par exemple, vous pouvez lever 200 000 $, mais vous valez 1 million.
Ensuite, vous voyez les gars qui est peut-être 1 million de dollars, vous dites qu'il valent 10 millions. Alors, nous, on se demande souvent, les francophones, c'est quoi l'intérêt de valoir 10 millions si je ne les ai pas en banque? Ben, tout simplement parce que la rentrée en bourse, c'est le seul moment de votre vie, enfin d'entreprise, où quelque part on peut vous donner du vrai cash basé sur votre valeur. Donc, je le dis de façon évidemment très simplifiée, que les experts financiers dans la salle ne se suicident pas. Disons que vous arrivez à un stade où vous valez 1 milliard, même si vous n'avez levé que 100 millions, si vous entrez en bourse et que vous mettez 50% de votre entreprise, vous pouvez littéralement récolter 500 millions. Et c'est en fait ça que la plupart des investisseurs qui ont mis des sous sur des boîtes comme Google, Facebook, Instagram, Snapchat attendent. C'est-à-dire sur Snapchat, voilà, il y a peut-être la pub qui les a à payer la facture, mais au final, c'est penser à entrer en bourse qui intéresse les VC. C'est-à-dire quand c'est entrer en bourse, est-ce que je vais récupérer 5 fois, 10 fois l'argent que j'ai mis sur lui? Ok. Et la méthode de Kiro s'applique surtout au seed stage, c'est-à-dire quand vous êtes déjà à un stade où vous voulez créer un vrai produit pour tester le marché. Et là où les banques ok, vous ne comprenez pas votre projet, vous ne pouvez pas le comprendre de toute façon, et que les VC du monde entier vous demandent des choses qui ne sont pas réalistes pour un jeune africain. Genre, what's your traction? J'ai toujours pas compris ce qu'ils veulent dans pas cette question. Le traction, le KPI, tout ça. Ok, donc on descend et on va enfin voir comment Kiro vient s'enlever les fonds. Alors, Boubacar, vu que je ne les vois pas, j'espère qu'ils ne sont pas trop chiés, que ça va. Alors, ok. On a donc les 13 étapes de Shaolin. Après, ils ne se sont pas encore endormis. D'accord. Alors, 2-3 ans. Bon, ça, c'est les bases. C'est le minimum vital. Le nombre de gens que je regarde qui aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, se plaignent du manque de financement, mais qui n'ont même pas encore le budget. Je ne parle même pas du business plan, les gars. Le budget de leur projet, c'est très intéressant. Alors, ensuite, l'étape 2, c'est de diviser son budget en phases. Parce qu'on veut tous, voilà, 1 million d'euros, 500 millions d'euros, je ne sais pas si les plans de conquête du monde de chacun, mais personne ne veut ça pour le premier mois de fonctionnement. Donc, divisez ce que vous voulez en phase entre ce que vous voulez pour l'installation, pour la partie où vous créez le truc, pour la partie où vous le lancez, la partie où vous devez suivre un an pour voir comment le public, par exemple, accueille. L'étape 3, c'est de diviser son projet en plusieurs parts, les capitales. Alors là, ce sera la partie où les gens se disent qu'il faut être un gourou de Wall Street ou je ne sais pas quoi pour comprendre. Mais en réalité, je tiens à préciser qu'on a prouvé ça, donc ça ne savait même pas que peut-être des VC existaient. On était en 2013 et on s'est assis et on s'est dit, bon, je ne sais pas comment ils font pour lever les fonds sur Terre, mais ils ont le même nombre de cellules que ceux qu'on va tenter nos propres. La coïncidence, c'est que ça ressemble à 60%, 70% à ce que les fonds d'investissement font pour les autres. On l'a fait nous-mêmes. Alors, vous divisez notre projet en plusieurs parts capitales. Nous, on recommande d'estimer que chaque projet a 1000 parts. À ce stade, je parle de projet, je ne parle même pas encore d'entreprise, et c'est pas extrait. Kiro Games a levé les fonds en 2013, nous on a ouvert l'entreprise en 2015. Encore une fois, c'est basé sur des réalités africaines. Donc je parle par rapport à notre environnement en Afrique. Vous récupérez ce qui peut être utilisé pour là où vous êtes. Alors, étape 4, il faut fixer le prix des parts en fonction de vos besoins. Là encore, c'est très simple. Supposons que vous avez fini vos calculs sur Excel, vous avez vu, ok, il me faut 100 000 euros, disons, pour voilà, mon super projet, tenir 2 ans, etc. Alors, on recommande de ne pas vendre plus de 20% de son entreprise maxi, c'est-à-dire vraiment, si c'est trop compliqué, 30%. Mais c'est normalement 15 et 20 ou 25 pour une première levée. Donc disons qu'ici on vend 20% de l'entreprise, donc 200 parts sur 1000, puisque voilà, on a utilisé son projet en 1000 parts sociales, et on veut vendre 20%, donc 200 parts. Ben, on fait une simple règle de 3. Si je veux 100 000 euros et que je vends 200 parts, du coup je vends la... Vous pouvez même la vendre à 6 000 euros pour absorber les imprévus, etc.
Ça, c'est une étape. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de rendre les parts attractives pour un investisseur. Là, c'est un des endroits où on a un peu innové. C'est encore une fois, on était au courant du système de valuation entré en bourse. Donc, nous, on s'est basé sur un retour par bénéfice. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez bien fait vos études de rentabilité, viabilité à l'étape 1, vous avez évalué voilà, que votre projet va rapporter, je ne sais pas, 200, 300 000 euros, ou disons même 150 000 euros de bénéfices sur les 2 premières années. Ça dépend, je ne sais pas quel super projet vous avez. Mais si vous vendez 20% des bénéfices à un investisseur, vous faites le calcul et vous vous dites, ah merde, avec 20%, les gars, ils n'ont pas beaucoup de bénéfices, du coup, il a l'impression qu'il m'a donné 6 000 euros et je lui rembourse à peine peut-être 1 000 euros à la fin de, je sais pas, de 3 ans de fonctionnement, je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais? Alors ici, ce que nous on a fait, c'est qu'on a inversé au niveau des bénéfices. C'est-à-dire aujourd'hui un actionnaire de Kiro Games qui a par exemple financé le projet Orion touchera, les actionnaires en tout cas les investisseurs, touchent 80% des bénéfices du jeu et nous 20%. C'est-à-dire même si on a l'inverse en termes de vote et de contrôle technique de l'entreprise, au niveau des bénéfices vous inversez. De toute façon, partez de l'idée que les gens ont pris le risque, ils nous ont permis d'avoir un salaire, d'avoir un boulot, et vous êtes là pour 30 ans et eux peut-être qu'ils voulaient juste avoir leur sous 5 ans. Donc, accélérer le fait qu'ils récupèrent leurs sous en mettant le plus des bénéfices de leur côté. C'est comme ça qu'on rend les parts attractives pour un investisseur. Et en général, là, vous commencez à avoir des retours un peu intéressants du genre, le gars ici, l'euro, mais il peut récupérer 8 000, 9 000 au bout de 2-3 ans, selon votre activité. L'étape 6, maintenant, c'est qu'il faut préparer un bon dossier de projet. Là, c'est assez costaud. Mais en gros, ce que nous on propose, c'est de faire une vidéo de pitch. Enfin, nous, on avait un dossier de projet, on faisait une vidéo de pitch. On avait un email d'investissement, on résumait rapidement l'opportunité à quelqu'un d'investir sur nous. Et on avait aussi un résumé de business plan qui est beau. Personne ne dit le business plan de toute façon. C'est le résumé qui vous fera envoyer. Il faudra beaucoup, le conseil que l'on donne, c'est de beaucoup montrer en avant votre histoire, c'est-à-dire montrer à quel moment vous avez commencé à penser au truc, montrer comment vous avez évolué. Nous, on montre aux gars, aux investisseurs, comment on a commencé en 2003, un peu comme la vidéo que vous avez vue, justement. Parce que ça montre que vous tenez. Et on sait, pour tous ceux qui ont commencé un projet, rien ne se passe jamais comme prévu. Et rien ne se passera jamais comme prévu. Donc au final, l'investisseur est très rassuré s'il se rend compte qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne viendra jamais se plaindre et s'excuser du fait qu'il abandonne. Parce que vous pouvez même échouer, mais si vous abandonnez, c'est là où vous l'énervez encore plus. Voilà. Alors l'étape 7, vous créez une charte d'investissement. Bon, ça encore, c'est quelque chose qui est très adapté ici au Cameroun, qu'on a adapté ici au Cameroun. Encore une fois, à ce stade, vous n'avez pas encore d'entreprise. Enfin, nous, au Cameroun, on n'avait pas encore d'entreprise. Mais il faut savoir que Kiro a été incubé par Madia, qui est ma première entreprise en fait, et c'est Madia qui vendait les parts d'un projet. Mais on avait une sorte de contrat à consigner avec les investisseurs pour dire, vous achetez les parts d'un projet, mais ça vous engage en fait sur l'entreprise qui va naître. Et on échangeait par email, et les emails faisaient foi de preuve internationale à ce niveau-là. Et vu que tout se passait par virement bancaire, on leur envoyait aussi des attestations voilà, de réception bancaire et tout. Donc ça renforçait le fait qu'ils ont des preuves légales, qu'ils ont investi sur nous et tout. Autre chose qu'il faut aussi voir sur la charte d'investissement, c'est de mettre sur pied un système qui permet aux gens qui sont intéressés de signaler qu'ils veulent acheter des parts. Aujourd'hui, vous pouvez même le faire avec un formulaire. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet, au fur et à mesure que vous croisez des investisseurs potentiels, au fur et à mesure que vous croisez des investisseurs potentiels, vous devez créer une sorte de mailing list que vous les réunissez tous. Mais il y a une bagarre qui me presse un peu, donc il faut que j'utilise ce slide. Donc le reste va rester au niveau de la légende. Donc voilà.
L'idée, c'est en fait de montrer aux investisseurs que vous avez de plus en plus d'intention en leur permettant de regarder plus ou moins de façon transparente. Ok, on avance rapidement. Alors, l'étape 9, je ne sais pas si on peut bouger, non. L'étape 9, alors, où trouver les investisseurs à ce niveau, là, vu qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Le premier diamant, disons, où trouver les investisseurs, bon, nous, en fait, ça a été à 70% de la diaspora. Si vous êtes un Africain en Afrique, la famille n'investira pas chez vous, ce n'est pas la bonne génération. Ce que je conseille, c'est de ne jamais devenir le calife de quelqu'un qui fait des promesses et qui veut vous l'accompagner à toutes ses sorties en boîte et autres parce qu'il va investir sur vous. Ne perdez pas votre temps à un ou à d'autres. Le premier niveau est le plus dur. Il n'arrive pas forcément au moment où vous aurez plein de promesses. Et là où, voilà, il faut trouver la personne qui va faire le premier chiffre. Une fois que vous l'avez, en général, les autres peuvent suivre quand vous leur dites ok, il y a eu le premier investissement et vous montrez les preuves. Augmenter la crédibilité, optimiser les dépenses. Alors, très important, c'est un truc quand on lève des fonds, on devient souvent très fou là, on a envie de... Mais il est capital de se dire si j'ai levé des fonds pour 16 mois de travail, je dois les gérer comme si ça doit tenir 24 mois. Donc voilà. La 12 et la 13, en gros, c'est juste... avec la méthode qu'on a faite, l'idée c'est vous ne pouvez pas avoir toute la somme dès le départ. Mais si vous avez des coupons en face et que vous atteignez certains résultats pendant les phases, continuez de prospecter, continuez de tenir au courant vos actionnaires pour qu'ils continuent d'investir avec différentes étapes de validation. Ça met les nerfs à vif parce qu'en même temps que vous travaillez, vous êtes encore en train de chercher les sous, mais c'est ce que nous on a. Voilà. Et quand viendront les moments de vache maigre où peut-être il n'y aura pas d'investissement à temps, le fonctionnement et la priorité. Ça, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais il y a des moments où il faut que les gars ne soient pas adossés avec des arriérés de 2 mois et autres. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais on descend. Alors je vais finir sur ce slide, après bon, je crois qu'on va sauter tout le reste pour peut-être aller sur un dernier slide, j'ai fini. Alors les 4 étapes que nous on a vu dans notre relation avec les investisseurs, c'est le contact, c'est quand voilà, vous êtes dans une soirée comme celle-là, vous êtes manqué. Déjà évitez de plonger sur le gars en disant voilà j'ai un projet, il me faut 400 000 €, il vous connaît. Voilà. Essayez d'abord de discuter en tant qu'être humain, faites connaissance avec lui, discutez, laissez-lui un bon souvenir et après en diagonale, vous prenez les contacts pour qui je t'envoie des petits détails sur un projet qui peut t'intéresser et qui peut être une opportunité pour toi. Voilà. Maintenant que je vous ai vendu la mèche, ils vont vous lire à distance quand ils sont dans la pièce. Gardez ça pour la prochaine, dans le prochain événement. Il va étudier votre dossier. Forcément, il faudrait déjà que votre dossier projet soit prêt par un email que vous avez gardé en réserve. Vous le poussez après une promesse qu'il peut faire sur un formulaire Google en disant le nombre de parts qu'il veut prendre. Si possible, même lui donner le moyen d'échelonner son achat de parts. Et rassurez-le, parce qu'il doit savoir que le fait qu'il ait promis ne l'oblige pas. Parce que ça aussi, c'est un truc, les gens ne veulent pas après que vous les harceler en allant les afficher sur Facebook et autres. Et la dernière étape, c'est la concrétisation et le grand amen. Le moment où il vous fait le chèque et que le cash arrive dans le compte. Alors on va descendre, Bakar, je sais que je ne vais pas trop pousser. On va aller directement sur le slide 17, si tu permets. Pour le reste, c'est dommage, je n'aurais pas eu assez de temps. Ils vont peut-être voir, voilà. Alors, quelque chose d'assez intéressant, rapidement, c'est que de notre expérience, il y a une équation impossible en Afrique aujourd'hui. Bon, peut-être qu'ils ont réglé ça en France, mais les investisseurs et les banques ici et le système des PME, c'est deux mondes qui n'arrivent pas à communiquer. D'un côté, ce que les investisseurs et les banques veulent, et les PME, on ne se comprend pas. Donc, on peut se dire, si on descend sur le dernier slide, on va, voilà. Avec Ubuntu, notre plateforme, ce que nous on essaye de mettre sur pied, c'est le grand connecteur de ces deux-là. Alors ça ne sert à rien de demander à l'informel africain de devenir formel, ça c'est très compliqué de demander aux banques de devenir formel elles-mêmes. Par contre, on peut créer quelque chose qui... On va juste prendre une question.
va juste prendre une ou deux questions pour Olivier. On va passer parce qu'il reste 2 speakers encore. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais savoir qui sont les investisseurs de sa société. Est-ce que ce sont des Africains ou ce sont des Européens? Alors, il aimerait savoir qui sont les investisseurs de la société. Est-ce que ce sont des Africains ou des Occidentaux ou autres? Alors, 70% sont camerounais. Si je ne me trompe pas, oui, 70% des investisseurs sont camerounais, mais ils sont à presque 90% de la diaspora. Par contre, ce sont des Français qui ont investi en premier. Du moins, le tout premier investisseur était camerounais au Cameroun, mais le plus gros investissement, le premier qu'on a eu est français. Voilà, c'est un jeune Français, une famille qui a vu un article et qui a investi sur nous. Donc voilà, c'est assez international. Et une petite note aussi qui peut aider, c'est que les femmes, on a quoi, 19% d'actionnaires femmes, elles sont moins nombreuses certes, mais elles investissent beaucoup plus vite. C'est-à-dire, elles connaissent beaucoup plus de engagements. Ça peut aider de se dire, cherchez plus des investisseuses que des investisseurs. J'ai investi sur toi tel jour, elle le fait. Un mec, en général, il faut le lancer 23 fois. C'est très bien. On va applaudir les femmes, je pense. Une dernière question. Et comment il a réussi à les convaincre? Notre question? Comment tu as réussi à convaincre les investisseurs? Alors, Boubacar peut répondre, vu qu'il a investi. Mais en gros, disons que la transparence d'abord, parce qu'il fallait beaucoup rassurer sur le fait que c'était pas une arnaque. Parce que voilà, un jeu vidéo au Cameroun, tout le monde se disait juste des arnaqueurs, ils contrôlaient les gens. Donc le système qu'on mettait en place devait beaucoup rassurer sur le fait qu'il y aura un contrôle. Par exemple, pendant le développement du projet, les 2 premières années littéralement, chaque mois on envoyait des rapports avec même le relevé bancaire de l'entreprise du truc. C'est-à-dire, ça permet. Et aussi, quand ils nous ont fait confiance pour les 3-4 premiers mois, les investisseurs se sont rendus compte qu'on économisait beaucoup. Voilà, en fait, c'est la transparence qui a aidé à la rigueur. On est extrêmement rigoureux sur la façon dont on gère. Et c'est ceux qui prenaient le premier, puisque du coup on parlait à leurs amis, ils disaient non mais ils sont sérieux, regarde, j'ai les rapports, j'ai même le truc du relevé bancaire, je vois les résultats. Ils ont budgétisé un loyer à 250 000 francs CFA, ils ont trouvé un truc à 170 000, mais ils n'ont pas menti pour bouffer les thunes. C'est un peu ce genre d'élément qui rassure. Je me permets de juste passer rapidement, comme tu le dis, comme j'ai investi, pour conclure avec ce que tu dis. Effectivement, là où c'était très intéressant avec eux, c'est qu'ils étaient totalement transparents, parce que comme on le sait tous, que ce soit envoyer de l'argent à la famille ou des projets, on se dit toujours où va atterrir l'argent ou qu'est-ce qu'ils vont en faire. Là, il y avait non seulement des maquettes du jeu vidéo, il y avait des vidéos, il y avait tous les rapports dont tu as parlé, il y avait tous les relevés au niveau de la banque. Dès que je l'ai eu directement au téléphone, ils m'ont envoyé des papiers qui me prouvaient que c'était à la banque, que j'allais vraiment avoir des parts dedans. C'était tellement carré que j'ai eu confiance et j'ai trouvé ça intéressant justement la manière dont ils ont fait ça. Bon. Alors c'est vraiment la dernière question. On t'écoute? Oui, vous devez savoir comment investir et quelle somme minimale. Alors il aimerait savoir comment investir et quelle est la somme minimale. Alors aujourd'hui on vend des parts, elles sont à quoi, 1 million de... je crois que c'est 1400 ou 1500 euros. Environ 1500 euros. On vend quelque part encore pour lancer une transition. Donc ceux qui veulent investir peuvent prendre une ligne chez Boubacar et on vous enverra le nouveau dossier. Ok, on peut l'applaudir, merci. Alors moi je vais y aller. Merci à toi. Alors vous pouvez applaudir Tamer qui va nous présenter un peu.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai la chance aujourd'hui de passer en 3e position parce que tout a été dit ou quasiment. En gros, Africuity, faites le mix de ce que vient de vous dire Olivier en termes de processus d'investissement. Rajoutez à cela le concept que vous avez, le crowdfunding que vous a expliqué Alpha et vous trouverez ce que nous faisons chez Africuity à quelques détails près. Je vais quand même essayer de vous expliquer. Alors, avant effectivement de démarrer la présentation, j'aimerais bien vous poser la question à la salle. Qui sont aujourd'hui des entrepreneurs dans la salle? Ouais, il y en a une dizaine. Pardon? 2 mois, 3 mois. Très bien. Donc, il y a une bonne dizaine. La bonne nouvelle, c'est que tous les autres qui n'ont pas levé la main, ils sont peut-être des futurs entrepreneurs, mais aujourd'hui peuvent déjà être des investisseurs potentiels. Et ça, c'est une bonne chose pour les entrepreneurs qui sont dans la salle. Et pour les autres aussi, ils ne sont pas conscients en fait qu'ils peuvent être en tout cas investisseurs et surtout qu'ils peuvent participer à l'aventure entrepreneuriale de leurs voisins qui viennent de lever les mains. Donc ayez ça en tête et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir concrétiser tout ça. Donc rapidement, en tout cas pour faire le lien avec ce qu'a dit Alpha, dans le crowdfunding, il y a 3 modes de financement. Il y a le don avec contrepartie ou sans contrepartie. J'espère que Jama Funding, en tout cas, dépassera Kickstarter, qui est l'un des leaders mondiaux, avec plus de 3 milliards de dollars de levée de fonds et 134 000 projets. Ce qui est aussi bien, je pense, à constater, c'est que c'est une plateforme qui a été quand même lancée en 2009. Regardez ce que la force et la puissance du digital, ce qu'on peut faire en à peine quelques années. Et je pense aujourd'hui KissKiss, en tout cas, ils sont sur les pas de Kickstarter, mais en tout cas en Europe, du moins. Sur la partie prêt, donc il y a des plateformes de prêt où des particuliers peuvent prêter à d'autres particuliers ou à des entreprises, à des entrepreneurs. Donc avec ou sans intérêt pour des projets solidaires et avec intérêt principalement pour les entreprises. Il y en a Lending Club, encore une plateforme américaine, qui quasiment en une dizaine d'années, elle a quand même permis plus de 1,5 million de prêts pour un montant total supérieur, j'ai regardé les chiffres il y a quelques jours, de 28 milliards de dollars. C'est énorme. En tout cas, on peut comparer ça à quelques banques quand même africaines. Donc, encore une fois, la force et la puissance du digital. Et enfin, un autre mode, en tout cas, qui est l'investissement ou l'equity. Donc, principalement pour des projets entrepreneuriaux. On va poser la question tout à l'heure, oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence avec le don ou le prêt? Concrètement, c'est des personnes, des particuliers qui investissent dans l'entreprise et qui prennent des parts dans le capital. Donc, vous mettez de l'argent, en tout cas Olivier l'a bien expliqué tout à l'heure, et vous venez associer actionnaire de l'entreprise en question. Je citerai l'une des plateformes phares, en tout cas dans le monde, qui est une plateforme anglaise qui s'appelle Crowdcube, et qui, depuis 2011, à peine 6-7 ans, elle a permis quand même de financer principalement en Angleterre, mais il y a un petit peu quelques startups, je pense aussi à Dubaï, quasiment 600 startups pour plus de 350 millions de par an. Donc vous comprenez que ce type de financements sont importants et surtout il n'y en a pas une qui remplace l'autre. En fait on a besoin de tous ces types de financement parce que chaque mode de financement correspond à une étape de la vie d'une entreprise ou d'un projet. Lorsque vous démarrez votre projet et que vous n'avez pas encore de business plan, vous avez envie d'avoir quelques sous, un petit coup de pouce pour développer votre prototype, vous pouvez aller sur des plateformes dedans avec contrepartie et vous allez lever quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Lorsque vous allez vouloir avoir le petit coup de boost, là vous avez fait votre MVP, vous avez déjà commencé éventuellement à faire un petit peu de chiffre d'affaires et vous voulez vraiment là pour le coup accélérer et lever quelques centaines de milliers d'euros, là vous allez sur des plateformes d'equity crowdfunding pour financer vraiment votre développement. Et lorsque vous allez commencer à avoir un peu d'activité, que vous allez être beaucoup plus solide d'un point de vue financier, vous êtes déjà rentable, vous allez avoir quelques
exercices rentables, assez souvent minimum 3 exercices rentables, bah, vous n'allez pas à chaque fois vous diluer et demander l'entrée de nouveaux actionnaires, mais vous allez plutôt demander à avoir des prêts, et les plateformes des prêts, ou même les banques, en tout cas, peuvent devenir à ce moment-là la principale source de financement de cette étape de votre développement. Alors concrètement, qui sont les vitres. Donc nous sommes une plateforme d'investissement qui permet donc, aux startups et des PME qui opèrent en Afrique de se financer en capital auprès d'investisseurs de manière 100% digitale et sécurisée. Voilà, petite histoire, en Afrique, on ne craignant pas l'arrivée des loups de Wall Street. En gros, on prend tous les investisseurs, on n'a peur de personne, donc vous êtes tous les bienvenus. Quelle est la particularité d'Afriquity? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes la seule plateforme agréée par l'autorité des marchés financiers qui soit dédiée à l'Afrique. Bon, par ailleurs, on a aussi une petite plateforme de crowdfunding en don, et c'est pour ça aussi qu'on est réglementé par la CPRH. Alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en relation des investisseurs et des entrepreneurs. Mais je dis souvent, nous ne sommes pas le bon coin de l'investissement, ce n'est pas une plateforme où chaque porteur de projet vient déposer son projet pour s'adresser aux investisseurs. Il y a vraiment un processus de sélection assez rigoureux. Pour tout vous dire, en un an, on a reçu plus de 300 projets, on en a retenu qu'une dizaine. Parce que tout simplement, on reçoit aussi tout et rien. On reçoit de la phase idée, mais qui n'est pas prêt à ce stade, en tout cas, de lever de l'argent auprès d'investisseurs. Et on reçoit aussi parfois des choses un peu farfelues, mais on a aussi reçu bien sûr quelques projets fictifs, des faux documents. C'est aussi la beauté de l'Afrique, et c'est pour ça aussi que nous, on se spécialise parce qu'on discute aussi avec pas mal de plateformes françaises, en tout cas qui opèrent aujourd'hui sur le marché français et le marché européen, qui nous disent nous, on ne sait pas faire l'Afrique. On ne comprend pas quand on nous envoie des dossiers. C'est pas que les projets ne sont pas bons, mais on ne sait pas faire et chacun se concentre un petit peu sur son domaine de prédilection. Alors, pour les entrepreneurs, on l'a déjà expliqué, on offre un mode de financement adapté. Lorsque la start-up est à un stade de développement, en fait, elle est trop grande pour les plateformes en don, parce que ses besoins sont importants. Le microcrédit, n'en parlons pas, en tout cas, elle n'est pas adaptée, mais elles ne sont pas encore assez solides pour obtenir un financement bancaire. Donc, il n'y a que le financement de capital. Assez souvent, il y a en tout cas, des plateformes qui viennent auprès des projets, des startups qui donnent de l'argent, et après, elles vont développer leurs produits et aller sur le marché. Parfois, on se rend compte, malheureusement trop tard, après avoir dépensé de l'argent, que le marché ne réagit pas favorablement, que les clients ne sont pas là. Alors que les plateformes de crowdfunding, de manière générale, permettent de tester votre projet en amont. Lorsque vous mettez votre projet sur une plateforme, c'est que déjà vous le portez sur la place publique. Vous expliquez qui vous êtes, quel est votre projet, quel est votre produit, quel est votre service. Et avant même de lever de l'argent, vous devez convaincre des gens qui sont très certainement vos futurs clients. Parce que ceux qui investissent demain dans votre projet, assez souvent vont devenir vos premiers ambassadeurs, vos premiers VRP. Parce que lorsqu'on met de l'argent, ce n'est pas un like Facebook, aujourd'hui on like quasiment tout et n'importe quoi sans savoir ce qu'il y a derrière. Et quand vous sortez le chéquier et la carte bleue, assez souvent c'est que vous avez mûri la réflexion, que vous êtes convaincu. Donc tous ces investisseurs sont des futurs potentiels clients de votre service ou de votre produit. Et donc si personne n'investit, il faut juste se mettre en cause, à faire un vrai bilan de la situation. Ça ne veut pas dire forcément que votre projet est mauvais, que votre produit ne marche pas, mais que probablement vous l'avez mal expliqué, le petit crowdfunding, déjà avec un capital d'imputation, un capital communication sur lequel vous allez pouvoir déjà construire quelque chose avec l'arrivée de votre service ou de votre produit. Alors, l'investissement sécurisé, qu'est-ce que ça veut dire? On garantit rien, il faut être en tout cas conscient en tant qu'investisseur, on prend le risque de notre programme. Et c'est ça aussi d'être un associé, c'est que lorsque ça marche, lorsque ça marche pas, on perd son investissement. En revanche, on a besoin quand même de sécuriser cette opération au maximum. J'ai le regret de vous dire qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui sont aussi honnêtes et aussi transparents qu'Olivier, qui a quand même, je vais dire, tout le monde a investi, en tout cas ce que j'ai compris, tout le monde a investi dans son entreprise qui n'est pas encore créée.
Donc en gros, on a donné de l'argent à un entrepreneur qui en a fait pour le coup un bon usage et qui a respecté ses engagements. Je ne suis pas certain que c'est le cas de tout le monde, je suis même certain que c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Et donc si je ne vais pas faire le sondage, mais je pose la question combien de vous est prêt demain à investir dans une entreprise qui n'est pas créée et sans aucun document juridique, je suis quasiment certain que très peu vont lever la main et c'est tout à fait normal. Et nous, notre rôle en tant que professionnels de l'investissement, c'est de sécuriser cette opération par tous les aspects juridiques. Acte d'actionnaire, on s'assure avec la due diligence que tous les éléments sont là. Si on nous dit que l'entreprise elle est créée, elle est matriculée, ben on vérifie tout ça. On vérifie aussi qu'il n'y a pas de dette, qu'on est en train de lever de l'argent pas pour renflouer des trous dans la caisse, mais pour plutôt investir dans le développement de l'entreprise, ainsi de suite. Et enfin, encore une fois, on n'est pas là pour faire un coup, on n'est pas là pour faire rencontrer en tout cas, le mariage d'un investisseur et d'un entrepreneur, mais on est là aussi pour suivre cette relation. On reste dans cette opération avec les investisseurs et l'entrepreneur jusqu'à ce divorce programmé, parce que lorsqu'un investisseur investit dans une entreprise, et assez souvent lorsqu'on investit dans une entreprise start-up, on investit dans des êtres humains, on investit réellement dans l'entrepreneur, parce qu'on croit en lui, on croit en son projet. C'est un vrai mariage, mais dont le divorce est programmé parce qu'on ne pense pas y passer notre vie avec, on est là pour l'aider, l'accompagner un certain temps et le quitter dans quelques années, on espère, avec beaucoup d'argent. Et nous, notre rôle, c'est de suivre cette relation, de continuer à suivre l'entrepreneur et d'en faire des reportings réguliers aux investisseurs et à la plateforme. Alors concrètement, comment ça marche? Lorsqu'on a discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup me disent c'est super le crowdfunding. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, me retrouver du jour au lendemain avec 100 investisseurs, même 10 investisseurs dans mon capital, c'est compliqué à gérer. Discuter avec tout le monde, les inviter pour les assemblées générales, faire des reportings à chacun, répondre aux questions des autres, mais quand est-ce que je vais réellement travailler et consacrer à mon projet? Et les entrepreneurs, ils sont assez souvent pragmatiques. Donc c'est pour cela qu'on a créé un modèle où on interfère entre les investisseurs et l'entreprise dans laquelle on va investir, une holding qui va tout simplement regrouper tous ces investisseurs, il va regrouper l'argent des investisseurs pour investir directement dans la start-up. Prenons un exemple. Une start-up qui cherche à lever 500 000 euros. On lève 500 000 euros, disons, auprès de 100 investisseurs où chacun a mis 500 euros. Et bien, ces 100 investisseurs vont investir dans la holding. Chacun va mettre 500 euros. On va collecter les 500 000 et les 500 000 vont être investis par la holding directement dans la start-up. Ça revient à la même chose, mais ça va faciliter cette relation entre les entrepreneurs et les investisseurs. Alors, Olivier vous a présenté tout à l'heure un processus en 13 étapes. On l'a simplifié un petit peu en 5 étapes, mais c'est quasiment, en tout cas, la même chose. La seule différence, c'est que nous, on est des professionnels, on a été agréés par l'autorité des marchés financiers, et c'est notre travail aujourd'hui de travailler sur les dossiers des entreprises pour leur levée de fonds. Première étape, c'est ce qu'on appelle la revue initiale. On ne va pas forcément chercher à, casser votre projet ou quoi que ce soit, mais on va plutôt vérifier la cohérence globale et que tout est là. Parce que vous avez fait votre étude de marché, vous êtes déjà le bon entrepreneur, que vous avez un business model, et on va rapidement, lorsqu'on est convaincu, présenter votre projet sans parler de finances, pour le coup. On va présenter votre projet sur la plateforme et on va demander à la communauté d'investisseurs, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous convainc? Et si oui, et ben, quelles sont vos intentions d'investissement? Pour les investisseurs, ça ne les engage à rien. Mais ça nous donne déjà une première idée sur l'attractivité que pourrait avoir ce projet pour les investisseurs. Et ça, c'est important parce que parfois, encore une fois, c'est ce qu'on a dit, il y a de très très bons projets, mais malheureusement, on communique mal sur son projet, on l'explique mal. Et ça serait dommage d'aller en levée de fonds d'une manière sérieuse tout de suite, alors qu'au final, notre projet n'est pas clair. Les gens ne le comprennent pas, et si les gens ne le comprennent pas, ils n'investissent pas dedans. Et donc c'est une phase, à la fin, on va tester et on va savoir si les bons messages passent ou pas.
Si cette phase, donc ce qu'on appelle une phase de e-vote, d'accord, est un succès, c'est à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle la due diligence, c'est une analyse vraiment approfondie qui peut durer parfois quelques mois, et parce que là, on va éplucher tout, mais vraiment tout. De l'identité des fondateurs, leur casier judiciaire, les relevés bancaires, tout. Et on va passer au peigne fin le business plan, on va la challenger dans tous les coins et les recoins pour nous assurer que tout a été vraiment pensé et tout est sérieux et rigoureux dans la démarche. Si tout est bon à ce stade-là, on va devoir définir ce qu'on appelle une offre d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est une offre d'investissement? Lorsqu'un entrepreneur vient lever de l'argent, on va prendre un exemple, il cherche à lever 200 000 euros, par exemple, ou l'équivalent en francs CFA ou peu importe la monnaie, il va, pour les 200 000 euros, il va offrir combien de parts dans son capital? Et c'est toujours la question qui est posée, quelle est la méthode de valorisation de mon entreprise? Je n'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai à peine un produit plus ou moins bien, et ainsi de suite. Effectivement, nous, notre rôle, c'est de travailler avec l'entrepreneur à définir tous ces éléments-là, quelle valorisation et quelle part de son capital il va ouvrir aux investisseurs, pour que, en fait, on a deux objectifs. Un, pour que ça soit attractif pour l'investisseur, parce qu'un investisseur, c'est aussi quelqu'un de pragmatique, il ne va jamais investir dans une start-up survalorisée. Si déjà vous venez à peine de lancer une application mobile et qu'à peine vous avez une centaine de personnes inscrites dessus et que vous êtes valorisé à 100 millions d'euros, c'est pareil que personne n'investira chez vous. Je pense que c'est tout à fait normal. Et donc il va falloir trouver le bon équilibre entre la part de capital que va céder l'entrepreneur pour qu'il reste aussi maître de son projet, mais aussi avoir une valorisation attractive pour les investisseurs. Et tout ça, c'est tout un travail. Et lorsqu'on filme toute cette partie-là, c'est là qu'on démarre la vraie campagne de levée de fonds. Et là, on part effectivement dans une campagne de communication auprès de tous les investisseurs, et pas que les investisseurs privés, donc les particuliers. On va chercher de l'argent là où il existe, auprès de fonds d'investissement, auprès de business angels, mais également auprès de tous ces investisseurs qui s'ignorent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes probablement pour la plupart de tous les investisseurs qui s'ignorent. Parce que si je vous dis que sur Afrique vous pouvez investir à partir de 100 euros, il y en a beaucoup qui vont dire, bon, au final c'est accessible. On pensait qu'un business angel, c'est à partir de quelques milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et c'est aussi ça la force du crowdfunding, c'est de démocratiser l'investissement dans les startups. Enfin, la dernière phase qui est la phase de closing, en général, lorsqu'on arrive à cette phase-là, c'est que tout s'est bien passé, on a levé de l'argent, après il y a la paperasse administrative qui nous permet aussi de vous garantir que, au final, lorsque vous avez investi de l'argent, vous êtes réellement investisseur. C'est un personnage que vous investissez pour qu'au final, vous apercevez un jour que en fait, vous avez juste donné de l'argent et c'est tout. Alors, je vais être rapide, hein, je pense qu'on a parlé, il y a quelques critères de sélection, mais on pourra en parler si vous voulez après. Alors, les conditions principales pour nous, en tout cas, pour pouvoir candidater sur Afrique, encore une fois, ayez en tête quelle est la phase de votre projet. On a besoin de projets relativement matures. Quand je dis mature, c'est pas qu'ils font déjà du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, il nous faut une preuve du concept, il nous faut un business plan complet, d'accord, des projections financières. Et ce que vous dites beaucoup, c'est un plan d'action. Moi, la première question que je pose, on me dit j'ai besoin de 300 000, ok, je vous donne demain 300 000, qu'est-ce que vous faites? Et là, assez souvent, c'est blanc total. Attendez, on ne va pas vous donner de l'argent alors que vous ne savez pas quoi en faire. Vous faites le calcul, vous voyez ce que je veux dire. Ok, super, on peut l'applaudir. On va passer au dernier intervenant avant le petit cocktail. Yannick Kinga qui est avec nous, qui lui est une start-up parce que les trois premiers c'était des plateformes, comme vous avez vu, qui vont vous aider à trouver des fonds. Là, on va se mettre du côté start-up et les problématiques aussi d'investissement qu'il a pu avoir parce que c'est intéressant après avoir vu ces trois plateformes. On peut l'applaudir.
Besoin de transférer de l'argent à un proche, un ami, un collègue? Les frais de transfert sont exorbitants? Nous avons une solution pour vous. Peers Exchange, PIX, la première plateforme communautaire de transfert d'argent depuis et vers l'Afrique. Pourquoi PIX? PIX est le seul intermédiaire. PIX est un réseau social de transfert d'argent entre amis, basé sur la confiance, la courtoisie et ouvert à tous sur recommandation. Pas de frais cachés, le taux du jour est utilisé pour les transactions. PIX lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en 1. Collectant l'identité des nouveaux membres. 2. Limitant les montants à ce qui est autorisé par les autorités de régulation. 3. Privilégiant les transferts bancaires pour assurer la traçabilité des échanges. Comment ça marche? Prenons un exemple. Astrid vit aux USA et a besoin de transférer à Yannick 200 $ au Cameroun. Astrid poste une annonce en précisant le pays d'origine, le pays de destination, l'échéance, le motif du transfert et le nom du parrain. Cette annonce est relayée sur la plateforme et les réseaux sociaux accessibles à tous les pixeurs. Yves, qui vit au Cameroun, a besoin de transférer 200 $ à Stan, qui vit aux États-Unis. Eh bien, Astrid, après accord avec Yves sur les sommes respectives à remettre et le taux de change, remettra 200 $ à Stan. Puis Yves remettra l'équivalent en francs CFA à Yannick. L'argent est remis sur place en monnaie locale via Mobile Money ou un dépôt ou virement bancaire. Les deux pixeurs s'occupent respectivement de la transaction facilitée par Pix, qui assure la traçabilité des échanges faits localement. Peu de services surtaxés, un simple échange de bons services. Astrid et Yves sont devenus de très bons amis qui pourront échanger d'autres montants. N'attendez plus, inscrivez-vous et postez votre annonce. Ne perdez plus d'argent avec Pix. Le problème est simple. Aujourd'hui, l'année dernière, c'est 60 milliards de dollars envoyés vers l'Afrique. Et la Banque mondiale, en fait, évalue en moyenne à 10% le taux de transfert d'argent de l'Europe et des États-Unis vers l'Afrique. Et je dirais que le problème est encore pire quand vous voulez envoyer de l'argent d'un pays africain à un autre, c'est en moyenne 15%. Donc, nous, aujourd'hui, Pix, on veut faire au transfert d'argent ce que Airbnb a fait à la location immobilière, ce que Uber a fait au taxi ou Blablacar au voiture. Donc voilà ce que vous allez retenir. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on dit? Moi, l'idée de la plateforme, elle est partie d'une idée assez simple. J'étais à Douala, très souvent sollicité pour envoyer de l'argent. Je suis payé en euros. Et je voulais récupérer, acheter des francs CFA. Et Yves, mon meilleur ami, qui lui était basé au Cameroun, envoyait de l'argent régulièrement à son frère qui était en France. Donc l'idée était assez simple. Yves m'a remis les 200 ou les 500 € qu'il envoie à son frère régulièrement, en monnaie locale, en francs CFA. Et moi, je faisais le paiement en francs CFA, en euros, en France. Et l'idée nous est venue de dire, mais pourquoi ne pas mutualiser nos services, ce service, de créer une plateforme au sein de laquelle, quand vous avez besoin d'envoyer de l'argent au Cameroun, vous trouvez une personne qui est au Cameroun et qui veut envoyer de l'argent en France. Et si cette personne est trouvée, au lieu d'envoyer de l'argent à travers les 5 ou 6 intermédiaires que vous utilisez sur le plan, vous remettez l'argent à un correspondant ici, en euros, gratuit. Et de la même manière, en France, au Cameroun, la même opération arrive en francs CFA gratuitement. Donc on a lancé, on a passé 1 an à discuter avec des avocats, parce qu'on s'est dit, c'est trop simple, comment il y a une personne qui n'y a pas pensé avant. Donc on voulait comprendre. Donc on a passé quasiment 1 an à discuter avec des avocats, sur tous les aspects de blanchiment d'argent, comprendre un peu tout ce qui est l'aspect know your customer, on appelle en fait tous les aspects conformité. 1 an après, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une plateforme sur WhatsApp, un groupe de 80 personnes. On a invité des proches, on leur a expliqué le principe, en leur disant, bon, voilà comment on va procéder, c'est un groupe WhatsApp, quand vous voulez envoyer 200 au Cameroun, nous on poste sur le groupe WhatsApp, et s'il y a une personne
qui est intéressé, bah, nous contacte et on facilite. En moins de 3 mois, on a facilité pour près de 300 000 euros. On avait vu, d'accord? On est reparti sur la rédaction du business plan. Vous n'êtes pas. Alors, sur ce volet-là, c'était des personnes qui nous faisaient confiance. Olivier, on vient du même pays, du Cameroun. C'est le pays où, je dirais, on fait zéro confiance. Zéro confiance. Donc pour moi, je lance la plateforme un après-midi avec les 80 personnes qui croyaient même pas. Je dis, bon, ça ne va pas marcher. Avec des Camerounais, il va sûrement avoir aux Nigérians, on les appelle les 419 pour OMA. Au Cameroun, on les appelle les FEMAN. Donc je lui dis qu'il va sûrement avoir un FEMAN qui va nous prendre de l'argent. 3 mois après, les 300 000 euros, 100% de succès. Quoi. Les échanges se sont faits sans problème. Mais, qu'à cela ne tienne, en fait, les gens qui nous ont contactés nous ont dit on a quand même un problème parce que les 80 personnes, ça tient, vous faites confiance, c'est un système de parrainage. Si Boubacar veut se joindre à nous, je parraine Boubacar, et si Boubacar fait défaut, c'est moi qui couvre Boubacar. Alors, on a repris un peu le principe des cantines au Cameroun, parce qu'on voulait quelque chose qui se rapproche de la culture du pays. Quoi. Voilà, donc c'est l'entraide, et on parraine des personnes, et si jamais ils font défaut, bah, on est le responsable, quelque part, des actes de Boubacar. Mais on s'est dit, 80 personnes, ça peut marcher, mais si on pense plus grand, il va y avoir forcément un FEMAN qui va trouver et qui va nous développer. Donc, la deuxième option qu'on propose, et sur laquelle on est en train de travailler, c'est de dire, au lieu que moi qui envoie de l'argent au Sénégal et qu'il y ait une personne qui envoie de l'argent à Boubacar, dans l'option qu'on a mis aujourd'hui en place, je remets l'argent à Boubacar. D'accord? Et quand je remets l'argent à Boubacar, je ne suis pas sûr qu'au Sénégal, l'opération se fasse. Parce que la personne peut s'envoler. Donc ce qu'on va proposer, c'est de mettre un compte tampon au Cameroun et au Sénégal, enfin en France et au Sénégal. Et au lieu que je remette l'argent à Boubacar, je le mets dans un compte tampon ici. Et pareil, on utilise un compte tampon au Sénégal. Pour cette option-là, il faut avoir une licence d'établissement de paiement en France, au Sénégal. D'accord? Donc ça sécurise l'opération, mais ça demande d'aller auprès des autorités financières et de disposer d'une licence d'établissement de paiement. Et la première condition pour avoir cette licence en France, c'est en gros avoir 125 000 euros. Donc, on s'est dit, si on va avoir des investisseurs et qu'on demande 125 000 euros pour pouvoir offrir cette option-là, ils vont nous rigoler, ils vont nous demander, mais elle est bien, votre idée, elle est géniale, mais est-ce que vous avez des preuves? Et c'est la raison pour laquelle on est parti tout de suite sur un prototype, et ce groupe WhatsApp, de 80 personnes, 300 000 euros, ça c'est 2014-2015. On a travaillé un petit peu, on a rédigé notre business plan, on a fait nos devoirs, et on est reparti en 2015, là depuis 2015, ça fait pratiquement 2 ans, on a facilité pour près de 2,5 millions d'euros à travers toujours WhatsApp, et une application qui sort début décembre. Un fonds d'investissement qui est prêt à mettre entre 500 000 et 1 million d'euros pour rejoindre l'aventure. Donc en fait, on est passé du petit arbre au baobab qu'Olivier a dessiné. Moi, je dirais simplement, les messages aujourd'hui, c'est de dire, il y a deux trucs assez intéressants aujourd'hui. On a le scénario à la Olivier, le scénario, je dirais, à Tamer. Et malheureusement, en Afrique, en fait, c'est beaucoup d'informels. Nous, aujourd'hui, WhatsApp, je veux dire, le groupe WhatsApp, c'est beaucoup d'informels. D'accord? Et quand on vient parler à des investisseurs institutionnels, la première chose qu'ils nous demandent, c'est est-ce qu'ils nous demandent de prouver que vous avez déjà, qu'il y a un projet, en fait. Donc, je dirais que dans la recherche de financement, avec le recul aujourd'hui, si je devais le refaire, bah, je refais la même chose. Mais il faut très rapidement, avec nos petits moyens, aller rapidement développer un prototype et montrer qu'il y a un marché. C'est vraiment essentiel en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée géniale, mais tant que vous n'avez pas exécuté, tant que vous ne l'avez pas mis en œuvre, tant que vous n'avez pas validé le concept, validé les hypothèses, l'investisseur, voilà, pour lui, ça ne tiendra pas en fait. Et parfois ça ne tient à rien. Nous, ça a tenu à la plateforme WhatsApp aujourd'hui. On a des personnes qui nous appellent aujourd'hui qui veulent envoyer de l'argent en Chine, aux États-Unis, en Australie,
j'envoie de l'argent au Sénégal à travers PIX, j'envoie de l'argent en Côte d'Ivoire, j'envoie de l'argent au Nigeria. Donc vraiment, c'est parfois une idée, en fait, on se fait souvent un plan en se disant, pour concrétiser l'idée, il faut que j'ai 100 000 euros, mais ça ne tient à rien en fait, ce qu'on appelle un MVP en fait, un Most Valuable Product, c'est-à-dire simplement un prototype. Et il faut vraiment creuser les ménages pour trouver cette idée-là. Ça peut tenir à un site web, ça peut tenir à vraiment quelque chose d'hyper simple pour valider ce concept-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de... Une fois qu'on a trouvé cette idée-là, ce qui est essentiel, c'est l'exécution. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure idée, si vous n'avez pas l'équipe qui va bien et tout ça, vous n'avez pas pensé à l'exécution, et ben, vous allez quand même développer votre produit, mais ça ne marchera pas et vous n'aurez pas le financement derrière. Aujourd'hui, PIX, c'est un bureau de 4 personnes qui travaillent à plein temps, 100% du temps, pour faciliter les échanges sur la plateforme. Et qui sont 100%, on a créé l'emploi au Cameroun, on en est fiers en fait. Donc, vraiment. Donc, je dirais que le message principal aujourd'hui, c'est du financement, oui, on en aura besoin, retarder l'échéance, aller très rapidement au droit du marché, parce qu'il va vous apporter, d'abord de la légitimité, de la crédibilité, vous allez valider vos concepts et l'investisseur il sera content, parce qu'il aura quelque chose de concret. Et le dernier message, en fait, c'est... En fait, l'image d'Olivier, elle est pertinente. Moi, j'ai vécu la même histoire que lui, la même. On a levé de l'argent en mode de lock money, en fait. C'est-à-dire que quand on a voulu créer ce bureau pour faciliter les opérations, et puis surtout sécuriser la licence pour l'option numéro 2, où on avait besoin de 125 000 euros, on est allé en mode lock money. Donc on allait voir les 80 personnes qui nous avaient rejoints. Il y a 6 qui nous ont rejoints et qui nous ont confié 130 000 euros en mode lock money. Donc aujourd'hui on a 130 000 euros qui, dans un compte en banque, on recherchait à l'époque, on recherche aujourd'hui 250 000 euros qui nous permet de sécuriser une licence au Cameroun, en France et aux États-Unis. C'est la première question qu'on recherche. Et il faut être très clair sur ce qu'on recherche. Et il a absolument raison sur ce point-là. Donc, je dirais que le petit arbre, en fait, quand on est parti du petit arbre, on est parti en mode lock-only, on est allé voir nos proches. Et c'est avec ce prototype-là qu'on leur a démontré qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ils ont déposé 130 000 euros. Aujourd'hui, on discute, on est entre le CID et la FERIA, où on discute avec les fonds d'investissement, et ils voient le potentiel parce qu'ils savent que le secteur de transfert d'argent est très porteur. Vous allez voir Orange Bank qui se lance, Western Union qui se lance dans le mobile money, WhatsApp bien sûr qui va permettre de faire des transferts d'argent, Facebook hier qui a annoncé que faisait des transferts d'argent via Messenger. C'est un marché très compétitif. Mais nous on en veut, on est 3, aujourd'hui on est 10 personnes, il y a ma soeur, mon épouse, j'en veux plus. On croit au concept et voilà, on y va et on va y arriver. Vous avez pareil 2 questions très rapidement avant qu'on passe à la dernière. Alors, comment votre plateforme s'est ouverte? C'est des frais de mise en relation. Alors on a 2 modes en fait. On a de l'abonnement, c'est-à-dire que pour des gens qui envoient de l'argent régulièrement, ils envoient, je donne un exemple, ils envoient 700 euros par mois, ils payent 5 euros de frais mensuels d'abonnement. D'accord? Ça c'est des frais de mise en relation parce qu'on leur trouve quelqu'un. Et pour ceux qui ne nous envoient pas de l'argent régulièrement, ils payent 1% du montant envoyé. Aujourd'hui on est c'est 1% sur des frais de mise en relation. Une question là. Moi en fait, ma question est simple. Étant entrepreneur au Cameroun, j'envoie très souvent d'argent. D'accord. Ouais. Si demain j'ai besoin de PIX pour un échange, j'envoie des grosses sommes. D'accord. Et comment je peux être sûr qu'avec PIX je peux trouver la personne qui aura le montant nécessaire pour ma transaction? Je vais vous donner un exemple. Une très bonne question. Aujourd'hui, le taux de ce qu'on appelle matching, de croisement, c'est-à-dire que quand tu postes ta requête, le pourcentage de change qu'on trouve une personne, et aujourd'hui il tourne a priori à 60-70% pour le couloir Cameroun-France. Sur le couloir États-Unis, parce qu'en fait on a plus
réunir un certain nombre de personnes qui touchent des salaires en dollars et qui veulent envoyer de l'argent à leur famille au Cameroun. On tourne à 90% par exemple sur le pouvoir États-Unis. Donc pour répondre à ta question aujourd'hui, je dirais simplement qu'on est en train de nouer des partenariats, d'accord, avec des établissements de paiement qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des paiements prioritaires. Donc ça va être quoi? Tu postes ta requête, tu dis je veux trouver un match dans 2 jours. On te dit si le match est trouvé, tu payes 1% de le frais d'abonnement. Et si à échéance des jours on a toujours trouvé personne, on a un fonds de roulement, si tu veux, disponible au Cameroun pour nourrir ta bouffe et tu paieras un peu plus cher. Voilà. C'est le modèle de business model qu'on a. Mais juste pour rapidement terminer, c'est de dire, avant d'aller vers Western Union et d'utiliser les 5 intermédiaires, si tu anticipes un petit peu, on peut rémunérer le fait que tu as anticipé et ce transfert différé en fait. Donc on est en train d'aller vers ce concept un peu de transfert différé. On dit anticipez vos transferts et si on arrive à trouver ce match, on vous rémunère en payant les tarifs les moins chers du marché. Et de manière ultime, si on ne trouve pas, on payera via les moyens traditionnels. C'est bon, super. Je pense qu'on va